Bonjour à toutes et tous, vous écoutez 1000 Mentors, le podcast qui aide les dirigeants et les dirigeantes de PME à structurer leur boîte, à systématiser son développement et à mécaniser son pilotage afin de pouvoir enfin recueillir les fruits de notre travail et prendre des vraies vacances. Alors tous les 15 jours sur le podcast, je publie une courte chronique sur le métier de chef d'entreprise ou tous les sujets qui me passent par la tête et que je trouve intéressant à vous partager. Et puis 3-4 fois par an, je reçois comme aujourd'hui un entrepreneur ou une dirigeante confirmée qui a construit une compétence profonde ou acquis une expérience singulière et qui nous fait le cadeau de partager ce qu'il ou elle a appris. Alors aujourd'hui, on va explorer un territoire inhabituel avec Alexandre Mingal. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Donc Alexandre qui a fait le choix d'un modèle sociocratique de gouvernance dans sa PME. On va chercher à comprendre comment ça marche, pourquoi il a fait ce choix, ce que ça lui apporte, et on va essayer surtout d'y voir assez clair pour être capable de se poser les bonnes questions pour nos propres entreprises, sur notre rapport à la direction, au pouvoir. Voilà, ça risque d'être assez passionnant. Accrochez-vous. Alors, je vais d'abord te présenter, Alexandre, et puis ensuite je te laisserai peut-être corriger ou compléter, présenter ton entreprise, et puis on rentrera dans le vif du sujet, mais ça me paraît toujours utile de poser un peu le contexte pour voir d'où tu parles et pour situer un peu ce que tu fais dans un contexte qui est celui de ta boîte et de ta carrière en général. Alors, je dois vous faire une confidence, c'est que, en fait, quand j'ai approché Alexandre, c'était, pour qu'il nous pas du tout pour qu'il nous parle de gouvernance, mais pour qu'il nous parle de prospection. Moi, je connais, Alexandre professionnellement, et il a fait toute sa carrière, dans la vente jusqu'à créer aujourd'hui Within Sales, qui aide je prends mes notes pour pas dire trop de bêtises, Within Sales qui aide les entreprises à faire réussir leurs commerciaux. Et sauf que en fait, quand j'ai approché Alexandre pour parler de ça, il m'a convaincu que le plus intéressant dans son entreprise, c'était son modèle de gouvernance. Et comme il est bon vendeur, eh bien, j'ai acheté l'idée. Alors comme je suis têtu, je vais trouver un autre moyen de faire revenir Alexandre pour nous parler de la vente par l'intelligence émotionnelle. Enfin, en tout cas, je le ferai revenir si vous me le demandez, parce que moi, je trouve ça super intéressant. J'espère que vous aussi, et on va faire ça quasiment en live. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur iTunes ou si vous le regardez sur YouTube ou je ne sais quelle autre chaîne, mettez un commentaire sous l'épisode pour me dire vas-y Damien, réinvite Alexandre pour parler de prospection. Ou vous m'envoyez un mail damien@1000mentors.fr sur le même sujet, ça va m'aider à le convaincre en lui montrant tous les gens qui réclament sa venue. Bref, en attendant, je vous présente notre mentor du jour, Alexandre Mingal. Et en fait, je disais que je le connais professionnellement, mais je savais assez peu de choses de lui. Donc, j'ai fait un peu de Google. Et c'est pour ça que je prends mes notes, parce que, effectivement, je sais pas tout par cœur. Donc, Alexandre est né en 77 à Paris, et il y est revenu après avoir fait un détour par la Savoie pour ses études. Il y est toujours installé, il est papa épanoui d'une jeune fille et entrepreneur heureux. Et Alexandre a commencé sa carrière comme vendeur terrain de solutions bureautiques, des fax, des copieurs, des imprimantes, enfin vraiment la vente au sens le plus cliché du terme. Je ne sais pas s'il a fait du porte-à-porte dans les zones industrielles, mais ça ressemble un peu à ça vu de l'extérieur. Des solutions bureautiques, il est passé à l'informatique. Il a travaillé ensuite 10 ans dans le monde SAP comme commercial, puis directeur commercial d'une société qui faisait de l'intégration SAP. Et puis, un peu avant 40 ans, il a rejoint une start-up pour vendre des solutions de logiciels en ligne, de logiciels d'entreprise.
il a pris assez rapidement la responsabilité de la BU, donc de la business unit de consulting, et il s'est retrouvé à piloter une équipe d'une trentaine d'ingénieurs, ce qui, au-delà du commerce, l'a obligé à apprendre un deuxième métier, celui de manager. Et ça l'a peut-être préparé à ce qui va être la suite de sa carrière, puisque lorsque son activité est rachetée par Atos, il monte sa société, enfin il travaille un petit peu, je crois, sous l'égide d'Atos, et puis ensuite il part au moment du départ de Thierry Breton et monte sa propre entreprise, tout au départ comme consultant indépendant, enfin directeur commercial à temps partagé, pour créer un peu de financement, de façon à avoir de quoi lancer ce qui est son projet aujourd'hui, Within Sales, une jolie boîte qui doit approcher les 3 ans et les 10 salariés, et que je vais laisser Alexandre nous présenter. Alexandre, est-ce que tu veux compléter ou corriger d'abord le portrait que j'ai fait de toi, et puis ensuite nous parler un peu de Within Sales, qui vous êtes, ce que vous faites, où vous en êtes? Merci Damien. Je vais en fait, c'est exactement ça. Je peux dire qu'effectivement, c'était bien du porte-à-porte dans les zones industrielles du 93, du 95, où je garais, à l'époque, j'avais une BX et je la garais au début de la zone industrielle et puis, j'allais effectivement rentrer, dans chacune des entreprises, pour leur demander, quel fax, quel copieur ou quelles imprimantes ils utilisaient et pour leur dire qu'il fallait absolument qu'ils choisissent les nôtres. En plus, à l'époque, elles étaient françaises puisque je travaillais pour Sagem. Je travaillais pour Sagem à l'époque, des téléphones portables Sagem, tu vois. Et notre atout phare, c'était qu'à chaque fois qu'un de nos clients nous achetait un produit Sagem, on lui offrait un téléphone pour l'anniversaire de son fils, ou de sa fille, ou de sa femme. Et ça marchait très très bien. Euh, non, après tout le reste, c'est ça. On va parler de gouvernance, mais mes premières armes de gouvernance, je les ai faites dans l'équipe de consulting là, dont j'ai pris la responsabilité. Donc effectivement, pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'est cette équipe d'une trentaine d'ingénieurs qui m'ont formé au management, hein, littéralement. Alors, moi, j'étais un directeur commercial, donc pas le côté positif, bienveillant du management, plutôt le côté militaire du management, ce qu'on m'avait appris dans mes jeunes années. Et donc, bah, quand on se retrouve à manager des ingénieurs, c'est évidemment pas du tout pareil. Et ils m'ont énormément appris, ils m'ont posé, ils m'ont fait réfléchir. Et donc j'ai dû effectivement me former, j'ai dû lire des livres comme toi, qui m'ont beaucoup inspiré. Et moi, je suis pas quelqu'un de traditionnel, j'ai du mal à rester, dans une zone de confort, ou à un endroit où on essaie de me mettre. Et donc j'ai décidé de tester un peu des comment dire? Des idées de gouvernance un petit peu différentes. Ils étaient déjà très autonomes, donc c'était assez facile et on a testé quelques principes de l'holacratie. Ce fut pas forcément couronné de succès, et ça a été, mes premières armes dans le monde de la sociocratie avant effectivement d'en faire, la gouvernance de mon entreprise Within Sales aujourd'hui. C'était en quelle année ça, cette expérience C'est d'holacratie avec les ingénieurs d'Atos? C'était, 2016, 2017, 2015, D'accord. 2016, 2017. C'était il y a 6, 7 ans. Je vais compléter ton portrait par la partie associative, donc tu as pas du tout parlé. Alors en fait, on se connaît Damien, moi je te connaissais d'avant, parce que moi j'ai écouté Mine Mentor à de nombreuses reprises, sans jamais en fait te contacter parce que je trouvais sympa et puis j'avais pas forcément l'idée. Et en fait, on s'est retrouvés au CJD. Et nous sommes tous les 2 jeunes dirigeants dans une association qui est le Centre des jeunes Toi, tu es dirigeants. plus jeune que moi, mais Je suis plus jeune que toi, je exactement. suis le vieux, celui, l'exception qui confirme la règle. Oh, tu en as quelques-uns quand même, hein. Oui, je suis pas tout à fait la seule exception à être un peu vieux pour être jeune dirigeant. Mais en fait, on est jeune dirigeant d'abord, souvent en démarrant des sociétés, hein. Moi, comme tu l'as dit, Within Sales n'a pas encore 3 ans, tu vois. Et je suis entrepreneur depuis 6 ans, donc c'est assez récent, hein, dans une carrière. Et puis, on est aussi jeune dans les idées, dans la manière de se comporter, dans le désir d'apprendre, dans le désir de se développer. Et ça peut arriver tard, hein. La capacité à se développer et à changer, c'est pas des choses qui sont faciles à mettre en place quand on est jeune, justement. Bah, moi, je reprends toujours, alors, un de mes mentors dans les 1000 mentors, c'est Itzhak Adizes, heu,
dont les bouquins m'ont vraiment passionné, et qui parle du vieillissement, enfin du cycle de vie des entreprises. Et il dit qu'une entreprise et son dirigeant sont vieux quand ils attachent plus de poids au passé qu'à l'avenir. Mais je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec lui. Et donc justement, le CJD, c'est l'inverse de ça, en tout cas dans nos sections, hein, puisque nous sommes dans des sections de 100, 150 dirigeants. Et moi, ça m'a profondément transformé, hein, le CJD. Et ça a été, je pense, à la fois une planche de salut, un formidable terrain d'apprentissage, des rencontres incroyables. Donc je suis au CJD Paris, je suis au bureau du CJD Paris et j'ai même, depuis 2 ans, créé un format qui réunit pas mal de JD, qui est assez apprécié et qui permet des échanges de bonnes pratiques justement sur le développement professionnel de leurs entreprises, entre JD. Et donc, tu parles là des cafés croissance qui, une Exactement. fois par mois, effectivement, réunissent pratiquement une centaine De d'adhérents dirigeants. Ouais. qui viennent, pour certains, partager leur cheminement, leur expérience, leurs pratiques, et pour d'autres, du coup, les découvrir, les questionner, C'est ça, s'inspirer. exactement. C'est Et ça, vraiment ça me toute la nourrit. richesse d'un mouvement de Voilà. partage d'expérience. Et ça me nourrit assez fort, hein, t'imagines bien. À Mm. côté de ça, je suis aussi mentor. Donc, je suis au MoveJ, hein. Donc, je suis quasiment dans la première année du CJD. J'ai découvert le MoveJ grâce au CJD et je me suis formé au mentorat. Je suis devenu mentor. J'en suis à ma 5e mentorée. J'en ai 2 en ce moment. Et ça, c'est incroyable, hein, de mentorer des jeunes. Parce que le MoveJ, c'est les entreprises qui sont ou porteurs de projets ou dans leur première année et dont les créateurs, les entrepreneurs ne se payent pas encore. Et donc c'est, vraiment une expérience incroyable. Ça te pose aussi, hein. Ça te fait ralentir aussi, hein, beaucoup, le mentorat. Et je suis aussi chez 100 000 entrepreneurs et j'interviens dans des lycées. Je choisis mes lycées en zone d'éducation prioritaire. Donc moi, j'habite, dans le 92 à Agnières-sur-Seine et donc je choisis, des lycées tout autour, Argenteuil, dans le 93, dans le 95, à Bois-Colombres, donc des lycées qui sont difficiles, parce que, et je vais parler dans les classes de première, terminale ou en première année de BTS, et je vais expliquer que l'entrepreneuriat et la vente, ce sont encore en France des ascenseurs sociaux qui fonctionnent. Et il faut se battre, il faut y croire, parce que réellement, grâce à ces deux métiers, on peut changer sa vie par soi-même. Et il faut le partager. Voilà, et puis après, je participe aussi à l'économie française en investissant dans quelques startups au travers d'un fonds qui s'appelle Super Capital et qui est un fonds bienveillant, très actif, qui accompagne les petites et jeunes entreprises avant leur série A, ce qu'on appelle en seed et en pré-seed, donc les tout premiers investissements avec des fonds. Et c'est un fonds qui est plutôt altruiste et qui réunit globalement 300 à 400 investisseurs dans des véhicules et qui permet de réunir quelques millions d'euros chaque année pour investir dans une dizaine, une quinzaine de startups qui en ont besoin. Voilà globalement l'ensemble de mon parcours que tu as bien partagé sur la partie professionnelle et que j'ai complété sur la partie associative. Oui, j'avais fait un peu de simplification parce que je dois dire que quand je regardais ton LinkedIn, effectivement, j'ai vu Super Capital, j'ai vu aussi un truc de sport avec des casques Oui, virtuels. oui, oui, voilà, Euh, j'ai simplifié aussi parce que on va passer le podcast à expliquer ce que je fais, donc donc, j'en ai conclu que tu étais quelqu'un de très enthousiaste et qui était assez généreux de son temps et de ses engagements, puisque tu démultiplies les casquettes, dont beaucoup sont d'abord au bénéfice des autres. Et je pense que ça fait partie des choses c'est intéressant, puisque c'est fait partie des choses qui attirent les gens vers toi. C'est-à-dire que Alexandre est quelqu'un de très généreux de son temps, de ses conseils, euh, de son intelligence, qu'il partage beaucoup avec les autres. Et du coup, enfin, tu illustres extrêmement bien un principe de développement business et d'entrepreneuriat que moi dont je fais la promotion également, qui est de dire donnez et puis ça vous reviendra. On ne peut pas approcher les gens juste pour se servir, ça marche pas comme ça.
et peut-être que effectivement la personne que tu aides, n'a aucun moyen de te renvoyer l'ascenseur, mais l'univers te renverra l'ascenseur autrement. Et Complètement d'accord. bien, alors du coup, avec tout ça, tu nous as quand même pas présenté Within Sales. Non, Et comme on va parler de la gouvernance de Within Sales, j'aimerais bien savoir un peu combien vous êtes, ce que vous faites, qui sont vos clients, comment ça marche, les gens que tu as chez toi, ils font quoi concrètement, qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, parce que ça va être, pour le coup, bon, d'abord j'aime bien mettre du contexte, et puis alors pour le coup, pour parler de gouvernance d'entreprise, vraiment le fonctionnement de votre boîte, ce que vous faites, va être très important pour qu'on comprenne bien. donc Within Sales, naît, en septembre 2021, d'une idée qui est que on peut faire, une ESN avec des commerciaux. Une ESN, c'est une entreprise de services numériques, c'est les anciennes SS2I, c'est des boîtes qui font de la délégation, de développement informatique et de consulting. Et donc ça marche très bien dans le monde informatique parce que c'est connu, utilisé, externalisé, offshoreisé, tout ce qu'on veut. Mais finalement, il y a assez peu, en France en tout cas, de boîtes qui font ça sur le côté commercial. Tu as des sociétés qui font de la délégation de force de vente, mais qui sont, très verticales sur des aspects, dans des marchés très spécifiques. Tu as aussi bien sûr ce qu'on appelle les call centers qui sont souvent pas en France. Et puis tu as, une immense multitude de boîtes qui font du lead gen, qui te vendent des rendez-vous, qui te vendent des leads, qui te font du marketing. Et finalement, tu as assez peu de boîtes qui fait vraiment du consulting commercial pour t'aider à mieux vendre. Et en France, je suis désolé, mais on est des mauvais commerciaux. Globalement, la France n'est pas un pays de commerciaux. La France est un pays d'ingénieurs. La France aime les beaux produits, aime les belles solutions. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que ça paye, hein. On est reconnu pour ça. On a une qualité mondialement reconnue de nos ingénieurs. Mais contrairement aux pays anglo-saxons ou aux États-Unis, où être commercial, c'est extrêmement fortement bien valorisé, pas du tout en France. Et presque, il y a même les gens refusent, hein, d'être appelés commerciaux ou vendeurs. Voilà, c'est même dégradant. Alors que, ben, sans eux, tes belles solutions, ben, tu les vends pas et donc, et résultat, tu ne changes pas la vie des gens parce qu'ils ne les achètent pas. Et c'est un peu con quand même. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire une boîte dont l'objectif est de d'améliorer la notoriété de la vente en France en me mettant à côté des boîtes qu'on a besoin, en leur transférant mes savoirs, mes connaissances, mes compétences, pour leur permettre de devenir des bons vendeurs. Voilà. Ça c'est vraiment le why, tu vois, ou la raison d'être. Et ça n'existe pas. Alors, il y a eu plein d'essais, mais globalement, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de. Tu as quelques boîtes en France qui se rapprochent de ça, et ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est des modèles économiques compliqués. Parce que bah il n'y a pas de budget pour ces prestations-là. Notre principal concurrent, c'est bah, le recrutement d'un commercial en interne. Et très 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 souvent, on fait face, hein, à une concurrence interne et en plus à une culture ancrée qui est, ben, il n'y a aucune raison que je délègue ça, alors que je délègue mes projets informatiques. Et le commerce ou la vente, c'est pas ton cœur de métier, hein, au départ. Hein. Ton cœur de métier, c'est la solution que tu proposes à tes clients. Hein, c'est pas de la vendre. Et donc c'est pas grave. Je me suis dit: «Tant pis, on va quand même y aller» et après, ben, en 2 ans et demi, de vie, bah, on a quand même beaucoup, modifié alors on n'a jamais modifié la raison d'être et le positionnement, mais on a beaucoup modifié la manière de vendre pour s'adapter et aux résistances du marché français, et permettre vraiment à nos clients de nous découvrir de la meilleure manière possible. Et la gouvernance de l'entreprise a été un immense facilitateur de ça, parce que c'est chaotique le cheminement d'une jeune entreprise qui évangélise un marché et qui crée une nouvelle offre. Et les commerciaux, pardon, les salariés de l'entreprise doivent s'accrocher, littéralement, pour pas tomber du bateau, parce que ça tangue. Et quand tu imagines une forme de gouvernance qui permet d'associer, hein, l'ensemble de tes collaborateurs aux décisions de l'entreprise, évidemment, tu les retiens et ils s'accrochent plus facilement au bateau. Voilà.
Bah, du coup, tu réponds déjà à ce qui allait être ma première question qui était, Le finalement, bénéfice de. c'est quoi l'intérêt de faire une gouvernance partagée? On va redétricoter ça après. Juste pour terminer de bien comprendre, je vais essayer de reformuler. Ça veut dire que, le business model, la proposition de valeur de Within Sales aujourd'hui, c'est de dire, hem plutôt que de recruter un commercial ou de le faire toi-même quand t'es pas bon, eh bien tu peux aussi faire appel à Within Sales pour qu'on te délègue un commercial en régie à temps plein ou à mi-temps ou 3 jours par semaine, j'imagine, et qui va du coup être ta force de vente avec quelqu'un qui, pour le coup, aime ça, est bon et qui est managé par Within Sales. Et puisque j'aurais cru que ça allait marcher super bien, parce que je peux témoigner qu'au sein du CJD, on a fait je ne sais pas combien de fois d'ateliers, de commissions, de machin autour de trouver son commercial, recruter le bon commercial, comment rémunérer ses commerciaux, comment manager les commerciaux. C'est le cauchemar de plein de chefs d'entreprise qui ne sont pas eux-mêmes commerciaux et qui sont ou des ingénieurs ou des super techniciens de leur métier, que leur métier, ça soit la gestion de patrimoine, la mécanique auto ou l'informatique. Bah, effectivement, tu le disais, c'est un métier auquel on n'est pas formé dans nos études. Exactement. Personne n'est bon vendeur. Donc j'aurais cru que, tu vois, moi je connaissais pas ton offre à l'époque où on s'est fait des cauchemars à essayer de recruter des commerciaux. On en a recruté plein, ça a été des échecs. Et moi je Oui, crois que la plupart, c'est pas des échecs de recrutement, c'est des échecs de de management. management, oui. Euh, Et donc, tu J'aurais vois, cru que c'était une bonne solution ton offre et je suis étonné que vous ayez du mal à la vendre. Donc ça reste ça quand non, même non, non, votre non, offre? non, bah non, justement, en fait, la réalité, c'est qu'on se développe bien, mais pas sur cette offre. Parce que tu as raison, c'est exactement le point de départ, c'est exactement ce qu'on a identifié, mais ça ne marche pas. Parce que ça répond pas finalement aux problèmes des gens. Les problèmes des gens, c'est quand tu recrutes un commercial et que tu échoues, et que tu as donc pas réussi à le manager, à le faire réussir et qu'il s'en va et que tu as perdu de l'argent, ton problème, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit, Damien, c'est le management. Et toi, t'as besoin, ton besoin, ça va être d'apprendre à le manager. Tu veux réussir par toi-même. La délégation de cette activité, finalement, c'est presque un aveu d'échec. C'est presque une fuite. Et les gens, ils n'ont pas envie d'abord, ils ont envie de conserver la ressource en eux parce que chez eux, parce que c'est très culturel. Et en plus, ils n'ont pas envie de subir un échec en se disant, bon, bah, comme je ne sais pas le faire, j'assume le fait de ne pas savoir le faire et je le délègue à quelqu'un. Le gap, il est trop important. On n'y est pas, on n'est pas prêt. C'est vraiment pas possible. Et en plus, moi, je veux pas travailler avec les boîtes qui sont prêtes à faire ça. Je veux travailler avec des boîtes comme la tienne. Je veux travailler avec des PME. Je veux travailler avec des chefs d'entreprise qui ont besoin de ça. Pas avec les boîtes qui ont déjà appris à déléguer, à externaliser, à mettre en place des partenariats, etc. Ces boîtes-là, elles m'intéressent pas parce qu'elles savent déjà faire. Et donc, on a modifié l'offre en faisant effectivement, en disant, on va bien mettre des commerciaux à vos côtés pour vendre vos solutions, mais ils vont vous apprendre à le faire. Et donc, ça veut dire que vous allez quand même recruter un commercial et on va mettre un de nos commerciaux à côté du vôtre. Et ensemble, ils vont réussir. Parce que nous, on sait faire réussir les commerciaux et on va vous apprendre à le faire. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est nos missions ne sont pas des missions de délégation. Elles sont des missions qui vont résoudre des problèmes par la mise en œuvre opérationnelle, par le côté un peu, on montre, tu vois, l'exemplarité du savoir-faire et on donne et on transmet et on permet aux équipes de vente de nos clients et aux entrepreneurs d'apprendre à vendre, à manager, à devenir prédictif, à utiliser des outils de vente, etc., etc. Et alors, ça se fait pas en 3 semaines. Ça se fait en 6 mois, 9 mois, un an. Mais globalement, quand on repart, on a des boîtes qui sont structurées commercialement avec des certitudes et des convictions et donc toute la base nécessaire pour pouvoir vraiment ensuite se développer commercialement et plus subir
une force, ces commerciaux comme une douleur ou comme un échec. Et cette offre-là, maintenant, celle-là, elle marche. Ouais. Alors du coup, ton équipe, Consultants euh, commerciaux. c'est des consultants commerciaux. J'ai été voir un peu sur le site. Et alors, t'as une chouette équipe. Ils ont tous des têtes qui donnent envie de les rencontrer, tu vois, et ça sent la banane. Par contre, mon étonnement au regard de cette offre, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous super jeunes. La moyenne d'âge est autour de 30 ans. Et un bon commercial, il doit avoir de l'expérience, mais il doit être aussi suffisamment jeune, agile, avoir envie. Et donc, 30 ans, c'est bien. Tu as 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience en vente, c'est déjà pas mal, hein. Et donc, et puis ça permet aussi, des commerciaux, ça coûte très, 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 très cher, hein. C'est une des populations les plus chères, hein, en termes de salaire en France. Et donc, prendre des commerciaux qui ont 35-40 ans amène pas beaucoup plus de valeur que des commerciaux qui en ont 30, mais coûte beaucoup plus cher. Et à un moment donné, il faut que mes clients ils payent un taux journalier. Alors que je les fasse en régie ou en forfait, c'est pareil, hein. Tu dois quand même sortir de ta poche, de quoi payer mon commercial, les charges qui vont avec, les frais fixes de la boîte et de la marge. Donc tu payes un peu plus cher quand tu travailles avec moi que si tu embauches ton commercial. Et donc, plus mes salaires sont élevés, plus mes clients doivent payer cher. Et donc, il faut trouver le juste milieu. 30 ans, c'est bien. C'est très clair. Bon, alors ben, on va basculer. Il serait temps, vous allez me dire, sur Sur la le gouvernance. sujet qui est le cœur de de cet entretien. Bon, je te reçois aujourd'hui parce que tu t'es lancé dans un truc donc un peu fou. On l'a déjà évoqué, partager la gouvernance de ton entreprise avec tes salariés. J'ai même cru comprendre que c'était dès l'origine. C'est pas une lubie qui t'a pris en cours de route. Et donc le programme de cet épisode est super simple pour nous, chefs d'entreprise lambda qui nous posons des questions en disant mais qu'est-ce qui fait Alexandre? C'est comprendre ce que ça veut dire de partager la gouvernance de son entreprise avec ses salariés, comprendre pourquoi ou déterminer en quoi et pourquoi ça pourrait nous intéresser nous dans nos boîtes, et puis aussi comprendre aussi comment s'y prendre, ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut tirer de ton expérience pour nos propres boîtes si jamais ça nous invite à re-questionner un peu notre rapport à l'autorité. Donc on va commencer par le commencement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire chez toi partager la gouvernance? Donc, peut-être à parler de sociocratie. Alors, il se trouve que je connais un peu le sujet, mais je préfère te laisser l'expliquer. Mais au-delà de l'aspect sociocratie, holocratie, qui sont différents modes de gouvernance, moi déjà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise où on partage la gouvernance avec les salariés? Ouais. Qu'est-ce que Alors, ça change par rapport à une autre boîte? ouais. Juste, c'est holacratie. Parce que holocratie, ça veut dire autre Oui, chose. oui, oui, Mais, mais, pardon. en- mais c'est parce que si les gens tapent sur Internet, ils vont pas retrouver. Le, hum, L'idée, alors d'abord, c'est une mise en œuvre après une première expérimentation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais chez Inventi, qui est devenu Atos, j'avais des collaborateurs qui étaient très autonomes. Il faut bien que tu imagines, tu mets un directeur commercial à la tête d'une BU qui est composée d'ingénieurs informatiques. Ils n'ont pas vraiment besoin de toi. Ils ont besoin de toi pour leur trouver des missions, et ils sont très heureux quand tu le fais, mais ils n'ont pas besoin de toi pour leur expliquer comment ils doivent travailler. T'imagines bien, hein, moi, j'ai zéro compétence de leur domaine d'activité. Donc, pour amener un bénéfice pour eux, j'ai dû faire ce qui semblait manquer, c'est-à-dire animer. Le management hiérarchique traditionnel avec les outils de management qui sont les entretiens annuels, blablabla, tout ça, il fallait le faire, mais c'était plutôt de travail administratif. Et ça n'a pas beaucoup de valeur. Ou en tout cas, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Mais l'animation de la société, de l'équipe, ça avait de la valeur. Et donc, je me suis posé la question de comment animer correctement une équipe. Et donc, j'ai commencé à lire sur le sujet. Alors, j'ai lu de la philosophie grecque, hein, sur les différentes formes de gouvernement
Et donc, un peu de Platon, un peu d'Aristote, puis après, j'ai lu des choses beaucoup plus récentes comme Frédéric Laloux. On en reviendra parce qu'à la fin, tu vas sûrement me demander de te donner quelques livres, où je vais dire les livres basiques là-dessus. Et en fait, le livre qui m'a le plus marqué, c'est La belle histoire de Flavie de Françoise Aubrist. Et, et ce mec-là, il arrive dans une boîte industrielle du nord de la France qui fait de l'équipement automobile dans les années 80. Et il met en place, littéralement, la sociocratie en partant de feuilles blanches. Et cette boîte va être incroyable. L'histoire de Fabi, c'est une. Et je me suis dit, si ce mec-là, qui est pas plus malin, pas plus intelligent, qui avait pas plus de moyens, il le met dans un contexte dur, industriel, dans une France dure, dans le Nord, etc. Et puis ça a l'air d'être génial. Bah pourquoi moi je le ferais pas? Et donc, bah, j'ai commencé à tester et j'ai testé pas par la bonne, pas par le bon chemin, puisque justement, je suis parti de l'holacratie, qui est la forme la plus rigide de la sociocratie, la plus codée, en me disant, bah, puisqu'il y a une méthode, bah, je vais appliquer la méthode. Bon, c'était, c'était pas incroyable dans les résultats. Et donc, quand j'ai monté Within Sales, j'ai tenu compte de ça et je me suis dit, ben, finalement, je vais pas appliquer de méthode, je vais appliquer des concepts. Je vais choisir des concepts simples et ça va devenir la base de ma gouvernance. Et ensuite, tout le reste, ben, on va le co-construire avec les collaborateurs au fur et à mesure où ils arrivent dans la société. Donc, j'ai choisi deux concepts. Le premier concept, c'est la décision par le consentement. Et le deuxième concept, c'est l'élection sans candidat. Et j'ai juste appliqué ces deux concepts-là, qui sont des concepts finalement pas très compliqués. La décision par le consentement, c'est exactement ce que personne ne fait. C'est-à-dire que les gens ou décident parce qu'ils ont l'autorité, qui peut être une autorité réelle d'expertise. Je sais, parce que j'ai l'expertise, parce que c'est ma formation, parce que j'ai l'expérience, et je te dis comment faire. Et il n'y a pas de débat. Ça fonctionne. Personne ne va remettre en cause l'autorité d'un expert sur un domaine de compétences qui lui appartient. Il y a la démocratie. C'est on propose et puis on vote. Ben, ces deux modèles-là, ils ont des limites. Le premier, c'est que des fois, tu peux décider sans être expert. Les décisions ne seront pas forcément les meilleures, elles vont pas être comprises. Tu peux aussi décider dans la limite de ton système de compétences. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais quand tu commences à avoir des gens qui sont plus compétents que toi, qui est quand même le but ultime du manager. Hein. Un manager, c'est pas un expert. Il doit être capable de s'entourer de gens qui sont meilleurs que lui. Ok, et alors à ce moment-là, comment tu décides quand toi tu n'es même plus l'expert? Et dans la démocratie, quand tu votes, il y a des gens qui votent contre, toujours. Ça veut dire que toutes les décisions que tu prends, tu laisses une partie des gens sur le bord de la route. Et nous connaissons les conséquences relativement négatives de la démocratie, et on le voit tous les jours. Même sur un petit groupe. Et en plus, tout le monde ne parle pas. D'accord? Et donc, la décision par consentement, comment ça Et en fonctionne? plus, il y a des jeux quand même Oui, sociaux des jeux de pouvoir, etc. de je dis pareil que l'autre ou je dis le contraire de l'autre. Enfin, il y a tout un tas de choses comme On, ça. Dans un petit on- groupe, la démocratie dans un petit groupe a aussi, c'est rarement une démocratie tout à fait. D'où non, les votes à bulletin secret et autres c'est choses ça. du même genre qui témoignent de cette idée que, en fait, on n'exprime pas forcément toujours directement sa propre opinion. Et tu vois, au bureau, je fais une parenthèse là-dessus parce que quand les présidents actuels du CJD Paris prennent leurs fonctions, et je les admire tous les deux, je les aime énormément, on crée un bureau élargi. Pour te donner une idée, on doit être une cinquantaine de membres dans le bureau de Paris. Et on est une trentaine de mandats actifs, quasiment dès le jour 1. Et ils veulent une gouvernance qui est une gouvernance éclairée. Et donc, ils mettent en place naturellement une démocratie. Et évidemment, ça va être compliqué. Et, euh, et donc, très rapidement, je propose de modifier la démocratie en sociocratie et de travailler sur le consentement. Et ça va fonctionner. Et les derniers bureaux qu'on fait, où il fallait 2 heures, 3 heures de discussion pour que tout le monde comprenne, là, en 30, 40 minutes, à 30, hein, on pilote la section de Paris Hmm. avec une efficience incroyable.
Donc revenons à Within Sales. Donc Donc du coup, donc Within Sales, consentement, donc le le co consentement, voilà. du coup, moi je sais ce que c'est, mais tu l'as pas Non, je l'ai expliqué. pas Qu'est-ce que expliqué. c'est que Je la décision tease, par consentement? je tease. La décision par consentement, c'est globalement n'importe qui dans l'entreprise doit pouvoir prendre décision, dans son périmètre de responsabilité. Parce qu'on va partir du principe que ce sont les gens qui font. Je te reprends, ça c'est la subsidiarité, c'est pas le consentement. Non, c'est la La base de la décision. subsidiarité, c'est je prends la décision dans mon périmètre si elle a pas besoin d'être prise à un échelon plus haut. Oui, mais souvent, les décisions sur les périmètres, ils n'engagent pas que toi. Quand ils n'engagent que toi, il y a pas de débat. Mais quand ils engagent, Oui. plus de personnes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact sur une équipe, sur un groupe, ou qu'ils vont demander des moyens pour être réalisés, bah là, tu dois, en général, tu vas dire à ton manager: «J'ai un problème». Dans le meilleur des cas, tu vas lui expliquer que tu as aussi une solution. Dans le pire des cas, tu vas lui demander de trouver une solution. Puis ton manager va devoir demander à aussi un, et puis ça va redescendre. Ça redescend souvent pas de la bonne manière, avec la bonne décision. Là, l'idée, c'est plutôt de dire aux gens, vous avez besoin de prendre une décision, quelle qu'elle soit à votre niveau ou qu'elle soit à un niveau plus global, bah, vous pouvez la poser. Vous pouvez dire, voilà, moi j'aimerais faire ça, ou je veux faire ça, ou je veux répondre à ce problème. Et une fois que quelqu'un exprime son intention de prendre une décision, ensuite le consentement va démarrer à ce moment-là. Il va d'abord réunir autour de lui l'ensemble des gens qu'il pense impactés par sa décision. Ça peut être toute la société ou juste 2 ou 3 personnes. Ensuite, il va permettre aux personnes qu'il réunit de lui poser des questions pour comprendre la décision. Pourquoi tu veux faire ça? D'accord? Ça peut être un peu inquisitoire, il faut se préparer. Parce que le pourquoi tu veux faire ça, bah, il est dur. Et donc, ça t'oblige à mûrir ta décision. C'est-à-dire que tu peux pas dire je vais le faire et te justifier de rien du tout. Tu dois vraiment expliquer quel est le problème, pourquoi tu prends cette décision et quelles en sont les conséquences bénéfiques pour résoudre ce problème. Souvent, cette première phase d'interrogation ou de questionnement est, fait mûrir la décision aussi parce qu'elle l'enrichit des questions des autres. Il y a des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui te font réfléchir sur est-ce que c'est sûr que tu es en train de prendre la bonne décision. Donc souvent, la décision évolue grâce au questionnement. Et là, on va faire un autre tour des gens qui sont réunis en leur demandant s'il y a des gens qui ont des objections. Et là, c'est très simple. S'il y a les objections, évidemment, elles doivent être sincères et fondées, hein. Une objection qui n'est pas sincère, on ne va pas en tenir compte. Donc, tu as une sorte de gardien des objections. C'est souvent moi qui vais jouer ce rôle en tant qu'animateur, sauf quand c'est moi qui dois prendre une décision. À ce moment-là, je le délègue à quelqu'un d'autre, donc qui vérifie la sincérité des objections. On ne peut pas dire non, moi je suis pas d'accord parce que j'en sais rien, j'aime pas le rouge, tu vois, par exemple. Et il faut que les objections soient fondées. Si elles ne sont pas fondées, c'est donc une objection qui est liée à une incompréhension. Donc on réexplique, parce que c'est pas clair. Et si elles sont fondées, ça devient une vraie objection. Et à ce moment-là, on utilise l'intelligence collective. Et on va mettre un process de résolution d'objections par l'intelligence collective. Et là, il n'y a que deux options. L'intelligence collective résout l'objection et on obtient le consentement. Et la décision est prise automatiquement. L'intelligence collective ne résout pas l'objection, on n'obtient pas le consentement, la décision n'est pas prise. Voilà. Et ça va vite. Je vais reformuler pour nos auditeurs. Du coup, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est-à-dire le principe sous-jacent de la décision par consentement, c'est de dire je ne suis pas dans une autorité qui impose ma décision à tout le monde. Je ne suis pas, à l'inverse, dans une démocratie qui laisse la décision à la majorité. Je suis dans une décision qui est amenée, portée sous forme de proposition par un décideur qui peut être n'importe qui, mais un mode de décision qui dit la décision est validée si l'ensemble des gens qu'elle impacte y consentent. Ce qui ne veut pas dire que c'est le choix qu'ils auraient fait, mais ça veut dire qu'ils ont entendu les raisons pour lesquelles on voulait faire ça, qu'ils ont eu l'occasion d'énoncer les objections réelles qu'ils y voyaient et que le groupe a trouvé des moyens de dépasser ces objections. Exactement. Euh, donc tout le monde
consent, tu l'as bien dit. Alors après, il y a tout un processus dans la sociocratie pour faire ça, pour structurer ça avec l'énoncé, la clarification, et Ouais, ensuite les objections, la levée des objections. Mais le principe sous-jacent, c'est vraiment cette idée que la décision est prise après avoir été expliquée aux gens qu'elle impacte et qui y consentent. Et tu l'as dit aussi, la grande force de ce mécanisme, c'est que ça oblige à finalement expliciter clairement la décision qu'on veut prendre, les impacts qu'elle va avoir, à se poser la question de qui elle va impacter, à clarifier les raisons qui y conduisent, et que et du coup, ça fait un processus très adulte, finalement, de mûrissement de la réflexion. exactement. Et donc, tu vois, ensuite, on a... Parce que si tu écoutes ça, tu peux te dire, mais merde, en fait, c'est super compliqué. Et en fait, c'est les process et les rituels qui permettent de rendre ça simple. On a évidemment mûri nos process et nos rituels, mais tu vois, typiquement, on a une instance de prise de décision par semaine, qui est notre réunion d'équipe globale, qui dure 1 heure et demie, dans laquelle on présente un certain nombre d'indicateurs. On pilote aussi en OKR la société, en Objective Key Result. Ce qui fait que la société est très transparente aussi, hein. D'accord. Alors, elle n'est pas complètement transparente, mais elle est très transparente. En tout cas, elle est claire. Il n'y a pas de zone d'ombre. N'importe qui peut demander un éclaircissement sur n'importe quoi. Et donc, on a par exemple un ordre du jour. Et l'ordre du jour, il est construit à l'avance. On ne peut pas venir rajouter quelque chose dans la réunion si on n'a pas permis aux gens de lire l'ordre du jour avant cette réunion. Tu vois. Donc, les sujets qui vont être abordés sont dans l'ordre du jour. Si on n'a pas besoin de réunir tout le monde, parce que c'est un sujet qui va concerner qu'une partie des collaborateurs, ils se réunissent entre eux. Ils font le même processus. Et souvent, en fait, il n'y a pas d'objection, ou très peu d'objections, parce que comme les décisions sont des bonnes décisions, elles servent à répondre, on n'est pas pour se faire plaisir, juste la partie questionnement permet de faire mûrir la décision, de l'adapter, et souvent, tu vas avoir très peu d'objections. Et Mmh. quand l'objection sort, en fait, c'est une objection qui est majeure, structurante, voire stratégique. Et l'intelligence collective, bah là, elle a une puissance de résolution qu'un dirigeant seul est incapable de réaliser par lui-même. Oui, j'ai envie d'ajouter, parce que deux choses, tu disais, ça peut sembler très compliqué. L'expérience que j'en ai, c'est que au début, c'est très compliqué. Moi, je fais l'analogie Oui, avec la conduite de la voiture. Quand tu débutes comme conducteur, c'est très compliqué. Il faut contrôler le ouais, rétroviseur, le volant, le frein à main, la ceinture, le bidule, les angles morts, le machin. Sauf que, effectivement, quand tu as quelques années de voiture derrière toi, tu montes dans ta bagnole, tu fais ton créneau sans même y réfléchir, et alors que tu es en train de chanter ce qui passe à la radio en même temps, enfin, voilà. Euh, oui, c'est un processus relativement complexe, et d'autant plus difficile au début qu'il est radicalement différent des systèmes dans lesquels on a grandi et dans lesquels on évolue par ailleurs. Tout le reste de la société fonctionne avec avec des systèmes de rapport de force, puisque soit l'autorité est un rapport de force de je sais mieux que toi ou j'ai plus de pouvoir que toi, soit la démocratie est un rapport de force de on est plus nombreux que toi. Donc c'est la sociocratie qui est quand même un système très très intelligent, très adulte, fait appel à notre intelligence, et on n'est pas habitué à ça, donc au c'est ça. début c'est quand même un peu déstabilisant. Donc ça, c'est le premier. Alors, tu vois, en fait, finalement, il faut que quand je dis j'ai choisi que 2 concepts, heureusement, tu vois. Parce que, Ouais. parce que plus tu as de concepts, plus c'est compliqué. Et plus c'est le bordel, et plus c'est dur à mettre en œuvre. Et donc, On va peut-être expliquer d'ailleurs le, l'élection sans candidat, du coup, le exactement, le deuxième deuxième concept. concept. Donc, le deuxième concept, c'est souvent, on va devoir piloter des projets dans l'entreprise. Ça peut être des projets de transformation, mais ça peut être aussi des projets de résolution de problèmes, parce que
quand il y a des décisions qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre, mais il y a des décisions qui vont prendre des semaines, des mois, qui vont être longues, avec un plan projet, ou des décisions qui sortent du contexte opérationnel de l'entreprise, comme un déménagement, tu vois, par exemple, ou l'organisation d'un team building. Bon. Et donc là, l'idée, c'est que à chaque fois qu'il y a une décision qui va être une décision longue, en mode projet, on fasse une élection sans candidat. Ça veut dire que on va chacun à son tour nommer celui ou celle qui nous semble la personne la meilleure pour réaliser ce projet ou pour mettre en œuvre cette solution. Et c'est pas forcément celui qui est à l'origine de la décision en plus, hein. Et donc chacun nomme. Évidemment, l'animateur va sélectionner la personne qui a recueilli le plus de voix. Donc on est bien dans une démocratie, mais c'est pas un vote, c'est une nomination, une cooptation. Le CJD est assez friand de ce mode de fonctionnement, notamment dans l'élection de ses présidents. Et c'est très agréable à faire. En général, tu vas choisir celui qui a le plus de voix, ou si c'est un peu, si c'est équilibré, tu vas choisir en fonction. C'est l'animateur qui choisit en fonction de son sentiment, la personne qui juge entre les deux, qui va avoir le plus de chances d'avoir le moins d'objections. Et la première question qu'on pose à la personne qui a été nommée, c'est est-ce que tu as une objection à ne pas le faire? À le Et faire, à pas à le prendre le faire, rôle. oui, pardon, à prendre le rôle, excuse-moi, par exemple. Est-ce que tu as une objection à le faire? Et si elle émet une objection, souvent il y a une objection, hein. Ben, j'ai pas le temps parce qu'aujourd'hui, moi, je n'avais pas forcément j'ai anticipé le truc et mis du temps dans mon agenda. Et donc, ben, c'est aidez-moi à libérer du temps. Aidez-moi à trouver les moyens d'y arriver. Et là, on rentre dans un nouveau mode de fonctionnement qui est comment est-ce qu'on va aider le porteur de projet qu'on a nommé à réussir à faire son projet. Et donc, il se retrouve pas tout seul. Il a instantanément l'ensemble des gens autour de lui pour réussir. Mmh. Et c'est ultra puissant, vraiment, parce que tu n'es plus tout seul à porter des projets. Tout le monde collabore, tout le monde est là, tout le monde t'aide, et même si tu as porté, animé, réalisé, relativement en autonomie, hein, parce que les gens sont intelligents, bah, au moment où tu lèves la main pour demander de l'aide, tout le monde est au courant. Et donc les gens t'aident. Tu vois, quand on a fait le déménagement physique de la société, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est une collaboratrice qui a pris le projet et l'ensemble des collaborateurs sont venus lui filer un coup de main quand elle en avait besoin. Et des fois, on arrive à aussi pareil, hein, des fois, il y a une vraie objection qui nous empêche de nommer ou de déléguer le projet, la décision, la réalisation de la décision à la personne qui a été nommée. Et à ce moment-là, c'est pas grave, on prend la deuxième sur la liste, la deuxième personne. Et on y arrive toujours. On n'a jamais été bloqué, on s'est jamais trop trouvé dans une situation où le porteur de projet, le premier ou le deuxième, n'a pas pris le projet en main. Et des fois, c'est moi qui suis nommé par les collaborateurs pour faire un truc que j'ai absolument pas prévu de faire. C'est pas grave, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est l'élection sans candidat. Ça te permet de nommer des chefs de projet et de les investir de l'autorité et du temps et des moyens nécessaires pour réaliser le projet qui a été décidé en amont par l'ensemble des collaborateurs. Et en fait, quand on regarde, ça veut dire, alors, c'est intéressant parce que moi j'ai une expérience de la sociocratie qui a été différente de la tienne dans ses mécanismes. Du coup, ça m'aide à regarder les spécificités de ta mise en œuvre. Et donc, là, la façon dont tu as tiré de la sociocratie ces deux principes que tu utilises pour organiser le fonctionnement au quotidien de ta boîte, se traduit par le fait que finalement les deux incarnations du pouvoir hiérarchique traditionnel, le fait de confier une tâche à quelqu'un ou de nommer quelqu'un sur un job d'un côté et de l'autre côté de prendre une décision pour le collectif, dans les deux cas, sont des décisions qui sont euh, construites euh, devant le groupe et avec le groupe. Et je choisissais mes mots pour dire devant le groupe parce que c'est pas non plus délégué au groupe en mode bah, débrouillez-vous, prenez la décision. Non, il y a bien effectivement quelqu'un à un moment, toi ou une personne qui porte un problème, qui dit là il y a tel problème, il faut qu'on fasse un choix, je propose de faire ça,
ça va impacter ça, qui a une objection, ou quelqu'un qui dit là on a tel truc qui va nécessiter beaucoup de travail, il faut qu'on nomme quelqu'un, et du coup effectivement faisons ensemble la réflexion de qui est la meilleure personne pour porter ce boulot, porter cette responsabilité. Donc ça veut dire que, si je tire la pelote de laine, l'autorité de compétence, de responsabilité, elle existe toujours. La personne qui a été nommée pour prendre le rôle va avoir l'autorité pour faire un certain nombre d'actions qui découlent de ce rôle, mais c'est une autorité consentie et non pas une autorité imposée. Et donc, effectivement, je vois bien comment ça peut servir ton propos, de dire dans une boîte qui va beaucoup tanguer, j'ai besoin que les gens s'accrochent au bateau et donc que ça soit aussi leur bateau. Et du coup, j'en profite pour faire une petite incise, parce que moi, j'adore, tu vois, faire des cours sur tous les sujets. Donc la sociocratie, le terme a été inventé par Auguste Comte au 19e siècle. Et donc socios, c'est le nous. Étymologiquement, c'est ce qui fait société. Et donc, on a tous plusieurs socios. Hein, on a le nous de nous, notre famille, nous les voisins, nous les habitants d'Asnières, nous les Français, nous les salariés de Within Sales. Et du coup, la sociocratie, c'est une gouvernance par le nous, c'est-à-dire par l'intérêt du collectif dans le temps long, de se dire comment est-ce qu'on maintient ce lien social. Donc ça renvoie tout à fait à ton projet de dire les gens s'accrochent au bateau. Ouais, exactement. Et donc, sur ces deux piliers de notre sociocratie, derrière, on a construit une charte, c'est-à-dire, c'est quoi les règles que nous nous imposons, qu'on a écrites ensemble. On a mis longtemps, on a mis, je pense, 6 mois à la finaliser, hein, à la première version, qui vont entourer, qui vont sécuriser le processus sociocratique de la société, et des outils d'animation que notamment j'ai ramené du CJD, hein, quand j'ai fait la formation Visa, par exemple, tu vois, l'animation des réunions. Bah, j'ai utilisé un certain nombre d'outils auxquels je me suis formé, et j'ai formé mes collaborateurs à ces outils. Et donc, on a à la fois des règles de fonctionnement et des outils associés pour pouvoir utiliser ces piliers fondamentaux de la sociocratie chez nous. Voilà. Et ça, tu l'as mis en place. Alors, d'ailleurs, je t'ai pas questionné, hein, Within Sales. Donc, tu as démarré septembre 2021. Tu as démarré tout seul, tu as démarré Non. tout de suite, tu as des associés, tu as démarré tout de suite avec des salariés. Oui. Donc en fait, quand je fais mes quelques années de directeur commercial à temps partagé, c'est vraiment pour mettre de l'argent de côté. Donc en fait, on crée la toute première holding avec un ami à moi qui est un ami que j'ai rencontré pendant mes études à Grenoble. On n'a rien à voir l'un avec l'autre dans notre métier, hein. Lui, il fait plutôt de l'informatique et de la direction de projet, et moi, je fais plutôt de la vente. Et donc, on va se mettre ensemble simplement pour simplifier toute la démarche administrative, et puis pour s'épauler l'un l'autre dans la construction de notre entrepreneuriat. Et avec l'argent qu'on va gagner, on va monter chacun une société. Donc on va répartir l'argent en deux, et globalement, il va monter une société qui va être celle des jeux vidéo là et des cases de réalité virtuelle. Et moi, je vais monter Within Sales. Et donc, en fait, on démarre avec un peu d'argent. Je démarre avec ce que j'avais économisé, plus ce que les banques vont nous prêter. Et donc, j'embauche 3 personnes. Jour 1, il y a 3 salariés dans la boîte. Donc en fait, jour 1, on démarre à 4, plus mon associé qui travaille un petit peu, plus une alternante. Donc le premier jour, on est 6. D'accord. Donc on démarre en gouvernance sociocratique à 6, jour 1. Voilà. Et donc tout de suite, tu avais plein de problématiques, de questions, Voilà. etc. Quelle a été la première réaction des salariés quand tu... En plus, j'imagine, tu crées une boîte, c'est leur jour 1, et ils s'attendent à ce qu'on leur explique ce que vend la boîte et que machin, et là, on leur parle de gouvernance partagée le premier jour. Comment c'est? Raconte-nous un peu ce premier jour. Alors il y a fondamentalement une non-croyance. On est dans le rêve. En fait, je, je, je,
Je sais pas pourquoi. Je pense que en fait, le premier collaborateur que j'embauche, connaît, la deuxième collaboratrice qui va arriver. Tout le monde arrive en même temps à peu près, hein, dans le même mois, il y a une échelle de temps, de connaissances et de discussions en amont de la création de la société. La deuxième collaboratrice connaît la troisième et résultat, c'est comme ça que ça va se créer. Bon. Et donc, je pense que tout le monde vient un peu parce que ça a l'air sympa, parce que ça coûte rien d'essayer et parce que le concept est intéressant. Puis ça change un peu d'aller faire de la vente chez les autres plutôt que de faire de la vente chez toi. Et puis la gouvernance, on n'y croit pas en fait, on s'en fout. Puis Alexandre Mingal, de toute façon, il a 45 ans, il a 20 ans d'expérience de vente derrière, il est directeur commercial. Au pire, de toute façon, on sait que c'est lui qui sera l'autorité naturelle en tant que fondateur de la boîte. Et je pense que ça commence comme ça. Je pense que c'est une lubie, c'est vécu comme une lubie, tu vois, c'est vécu comme un truc sympa. Danseuse du patron. Voilà, mais on s'en fout en fait ça. Le mec, il a l'air bon, compétent, sympa, on y va. Et d'ailleurs, les collaboratrices et les collaborateurs qui vont rentrer après, parce que là, pour le coup, dans la deuxième vague d'embauche qui arrivera 6 mois plus tard, on va embaucher 2 personnes de plus d'un coup. euh, on va se retrouver avec ces 2 personnes qui vont adhérer au principe, mais qui vont pas du tout y croire. Je pense qu'elles rejoignent la boîte parce que elles sentent qu'il y a une bonne culture d'entreprise, mais elles ne croient pas du tout à la capacité de gouverner par le consentement. Et Et attends, juste quand tu dis elle n'y croit pas, c'est-à-dire elles auraient envie que ça marche comme ça, mais elles croient que c'est du pipeau, et où elles ne croient fondamentalement pas que de toute façon ça peut marcher, que c'est une bonne chose. alors, non, je pense que le jugement de valeur est positif, mais elles ne croient. Globalement, l'ensemble des gens ont du mal à croire que ça peut marcher. Voilà. Et c'est un apprentissage avec des hauts et des bas, hein. Il n'y a pas que des effets positifs de la sociocratie. Et en fait, d'ailleurs, c'est dans les moments les plus difficiles de la sociocratie qu'on va trouver les meilleures solutions et c'est quand le système est au bord de la rupture qu'on le fait passer qu'on le sublime et qu'on le fait passer à l'étape d'après. Alors justement, tu dis, ça m'intéresse beaucoup parce que on apprend souvent plus dans la difficulté que dans la réussite. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu disais qu'il y a eu des moments compliqués et puis que ça n'a pas que des bons côtés. Est-ce que tu as des exemples de choses qui, du coup, ont été soit de choses qui ont été beaucoup plus compliquées, soit d'effets négatifs que ça a eu? Alors, comme on est sur un concept qui est relativement nouveau, et même si on l'écrit avec des mots et des phrases qu'on a choisis ensemble, chacun interprète, selon sa culture et ses valeurs, les mots qui sont écrits. C'est comme un texte de loi. Tu as un texte de loi et puis tu as une jurisprudence. Ben, c'est exactement la même chose chez nous. Et donc, le premier effet, c'est l'interprétation de la loi, elle est différente en fonction de chacun. Et naturellement, ça va créer des crispations. Je vais te donner un exemple. J'ai parlé de transparence tout à l'heure. Je suis fondamentalement contre une transparence totale. Mais pourtant, c'est un des éléments fondamentaux du fonctionnement de la sociocratie. L'accès à l'ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision. Mais la Bah, transparence. c'est assez logique, hein, puisque si on dit on va prendre la décision en prenant en compte les objections possibles des gens concernés, si ils n'ont pas toute l'information, ils vont avoir des objections inutiles ou inversement, ils n'auront pas d'objection à quelque chose parce qu'ils ne mesurent pas la réalité des conséquences. Donc il y a une obligation par construction, effectivement, si on veut que les gens puissent prendre une décision éclairée, eh ben, de mettre la lumière. Donc, Alors voilà, c'est exactement ça. Et moi, je suis contre parce que je me suis retrouvé contraint
sur plusieurs informations à partager. Et je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, tu vas voir, hein, il va te parler tout de suite. On est une jeune société, la trésorerie est la clé de notre maintien en vie. Et comme n'importe quelle jeune société, à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où la trésorerie va diminuer très fortement à cause du besoin en fonds de roulement, parce que donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était en mai 2022. En mai 2022 ou en avril-mai, il y a deux de nos plus gros clients qui en même temps ne payent plus pour des raisons différentes. L'un parce qu'ils changent son système d'information et l'autre parce qu'il y a des difficultés financières. Sauf que, évidemment pas anticipé. Moi, j'avais à l'époque, j'utilisais ma trésorerie pour faire de la croissance, donc j'avais, je pense, 1 mois et demi de trésorerie devant moi. Et là, bah, je me retrouve globalement début du mois de juin avec moins de 10 000 € sur le compte en banque et à la fin du mois, 70 000 € de salaire à payer. Et donc, tu partages cette information. Mais en partageant cette information de manière concrète, de manière transparente, ben, ça a créé un effet inverse. Ça a créé une prise de conscience que le bateau, il est potentiellement fragile et qui va couler là, dans le mois. Et dedans, tu as quand même des collaborateurs qui sont salariés et qui commencent à prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une boîte où la trésor ne peut pas payer les salaires potentiellement si on ne trouve pas une solution. Et ça crée tout un tas d'émotions qui sont pas constructives. Parce qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et donc, tu vois, il est nécessaire de partager cette information si tu veux poursuivre le processus sociocratique, mais tu te rends compte aussi de la puissance de cette information et de son impact sur les collaboratrices et sur les collaborateurs. Et donc, ben, une information comme celle-là, elle ne, t'es obligé, en fait, en plus, elle te surprend en tant que chef d'entreprise. Tu- c'est pas un truc que j'avais anticipé. Moi, je me finance pas avec des fonds qui me donnent de l'argent et puis je fais des levées successives. Tu vois, j'ai une mise de départ, j'ai des dettes et je dois nourrir ma société, la faire croître pour aller gagner de l'argent, augmenter mes clients. Et normalement, je me retrouve pas dans cette situation-là. Bon, en tout cas, je n'avais pas anticipé. Et donc, on se retrouve dans une sorte de chaos où il va falloir expliquer énormément de concepts à des collaborateurs qui sont des salariés, pas des entrepreneurs. Il va falloir leur expliquer des concepts de trésorerie, des concepts de besoin en fonds de roulement, des concepts de qu'est-ce que ça veut dire payer des salaires, quelles sont toutes les charges associées. Et donc, tu donnes énormément d'informations pour comprendre une information fondamentale qui est en train d'arriver, qui est nécessaire au processus sociocratique. Et donc, évidemment, ça devient pour les gens qui le vivent extrêmement douloureux et difficile. Et tu vois, là, clairement, on est dans une des douleurs de la sociocratie. Bah, si tu veux vraiment être transparent, tu dois aussi éduquer les gens à accepter l'ensemble des informations que tu leur donnes et à les comprendre. Tu vois? Donc ça, c'est le premier point. Donc, par exemple, tu pourrais très bien. Donc, nous avons fait le choix de donner la vision sur le compte bancaire de l'entreprise aux salariés. Les salariés savent combien il y a sur le compte bancaire, avec tout ce que ça veut dire. Parce que le compte bancaire, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il n'y ait pas suffisant sur le compte pour pouvoir payer les salaires à la fin du mois. À la fin, on a toujours trouvé des solutions, mais j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit il n'y a pas longtemps, on s'est habitué, maintenant on sait, parce qu'on a toujours survécu, mais ça a été difficile de te dire, tu rentres chez toi le soir et tu dis à ton mari, à tes enfants, bah là, on n'a plus de quoi payer le salaire. Je sais pas si je vais avoir mon salaire à la fin du mois. C'est chaud en tant que salarié. Tu vois? Bon. Donc, tu vois, typiquement, cette notion de transparence, elle est compliquée à gérer. Donc, jusqu'où tu tires le curseur entre clarté d'un côté et transparence de l'autre. Et un autre effet de bord qu'on a eu qui a été très douloureux, ce sont des primes. On a un système de primes qui permet de valoriser les consultants quand ils permettent à l'entreprise de gagner des clients. On leur donne un petit pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et ce système de primes, il est pas opaque, parce qu'il est clairement dans les tableaux et tout le monde peut y accéder, mais il n'est pas visible. On ne dit pas tous les lundis matins, toi, tu as gagné tant d'argent. Donc c'est une information disponible, mais pas affichée. Et un jour, ben, j'ai une collaboratrice qui me vient voir en me disant il y a une injustice dans les primes, c'est pas équitable. Nous ne sommes pas à égalité.
Parce qu'elle avait creusé, elle avait été chercher les informations, puis elle avait fait des calculs et elle s'était retrouvée dans une situation où elle avait compris le mode de fonctionnement des primes d'une autre manière que celui qui était réellement mis en œuvre. Et donc elle a fait un chemin entre dans sa tête en se disant, ben, en fait, nous ne sommes pas tous égaux. Et pareil, hein, le curseur entre l'égalité, où je suis contre, et l'équité, où je suis pour, bah, il n'est pas évident à, à mettre, tu vois. Comment est-ce qu'on fait un système équitable, mais pas égalitaire? Parce que nous connaissons tous les conséquences négative ou douloureuse d'un système purement égalitaire, hein. Nous l'avons vu, hein, dans notre monde et dans notre histoire. Donc tu vois, et ça, on est sur des concepts très philosophiques. Donc il faut discuter, reprendre, remettre potentiellement de la transparence ou des explications. Et j'ai eu des discussions compliquées avec certaines personnes dans la société sur cette notion d'égalité, où globalement, j'avais une partie des personnes qui voulaient tirer le curseur de l'égalité à fond, et d'autres qui disaient, bah non, ça va nous priver de liberté et d'action et d'agilité. Voilà, tu vois, voilà Oui, des... je disais que j'avais une petite expérience de la sociocratie et mon mentor, et parmi mes 1000 mentors, j'ai donc Monsieur Gilles Charest, qui est un Québécois qui a traduit en français les travaux de Gérard Edenberg, qui est l'inventeur de cette forme de gouvernance. Donc le Ouais. concept vient d'Auguste Comte, la déclinaison concrète en entreprise, c'est un Hollandais, et qui enseigne et partage la sociocratie dans le monde entier, et qui m'a beaucoup influencé. Et effectivement, Gilles disait souvent, nous ne sommes pas égaux, mais nous sommes équivalents. C'est-à-dire, toutes les personnes ont autant de valeur pour l'entreprise, mais effectivement, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas les mêmes savoir-faire, on n'a pas les mêmes résultats. Euh, et donc, le système de sociocratie avec aussi bien l'élection sans candidat que la décision par consentement dit que la valeur d'une objection de l'alternant ou de la secrétaire a autant de valeur que l'objection du dirigeant. Mais pour autant, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes jobs, on n'a pas les mêmes responsabilités. Et heureusement, parce qu'on a besoin des différences aussi. Donc tu vois, typiquement, quand tu crées une sociocratie, que tu démarres de zéro, ben, ça, c'est deux concepts qui sont deux concepts associés à des informations complexes que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir, qui sont compliqués et qui créent, tu pourrais te dire, quand tu regardes de l'extérieur, mais waouh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Parce que finalement, les efforts qu'il faut faire pour expliquer les concepts, expliquer les informations, faire de la philosophie, écouter, poser les curseurs entre égalité et équité, entre transparence et clarté, écrire les chartes, passer l'ensemble des collaborateurs en communication non violente, hein, parce qu'il faut sécuriser aussi, hein, les débats. Hein. T'imagines, hein, la communication non violente et les principes de la communication non violente, c'est absolument pas quelque chose qui est inné chez les gens. Donc tu te dis, en fait, ça demande, pour faire tourner une sociocratie, beaucoup d'efforts liés au développement personnel de chacun de ses membres. Et alors, qu'est-ce que ça rapporte, du coup, tous ces efforts? Et ben, en fait, ça rapporte, donc après maintenant 2 ans et demi d'expérience, ça rapporte une immense rétention. Le, le, les gens se sentent, enfin, on va sûrement avancer encore davantage dans l'appropriation de la société par ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'une jeune société qui a moins de 3 ans, l'ensemble des collaborateurs, le corps des collaborateurs qui sont là depuis le début ou quasi le début, se sentent totalement investis du navire dans lequel ils sont. Et la rétention, elle est quand tu travailles avec, pas avec des machines ou pas avec des programmes informatiques, mais avec de l'humain, et ben, tu sais que en tant que manager, il y a 2 critères sur lesquels tu es mesuré. Donc moi, je suis un manager, le manager de ma société. Je suis mesuré sur la performance, sur les résultats, la capacité de la société à créer de la valeur et sur la rétention de ses collaborateurs.
Et la rétention, ben, c'est le fait que les collaborateurs progressent, soient bien, soient heureux, prennent du plaisir, se sentent estimés, se sentent responsables. Donc le premier bénéfice, c'est la rétention. Et je pense que c'est le... T'as pas besoin de faire autre chose que ça pour avoir une forte adhésion de tes collaborateurs. T'as pas besoin de mettre un baby-foot en plein milieu de ta salle de réunion. Il y a plein de choses que t'as pas besoin de faire parce que fondamentalement, ça crée de la loyauté à l'entreprise, à la raison d'être de l'entreprise. Il y a un deuxième bénéfice, c'est pour le dirigeant. Ben moi, il y a plein de choses que je ne fais pas. Tu as un exemple? Ah bah oui, il y a tout un tas de sujets que je devrais faire en tant que jeune dirigeant de mon entreprise et que je ne fais plus. Par exemple, je ne m'occupe pas ou quasiment pas de l'ERP de la société. Parce que on l'a sociocratiquement confié à une autre personne de la boîte qui a dit OK, je vais le faire. Je ne me suis pas occupé du tout du déménagement, de la recherche de locaux, du choix des locaux. J'ai signé le contrat. C'est tout. Littéralement. Je ne m'occupe pas des team building. Et vraiment pas. Et je n'ai pas mon mot à dire, ou le même que celui de tous les autres. Je m'occupe pas du site internet. Du tout. Et donc, il y a tout un tas de sujets qui... Tu vois, tu dis à un dirigeant d'entreprise d'une boîte qui a 3 ans, bah, c'est pas toi qui vas t'occuper de ton site internet. Je pense qu'il y en a plusieurs qui transpirent. Hein. Voilà. Bah, voilà. Bah, très concrètement, ce qui me permet de me concentrer sur d'autres aspects. Voilà. Donc, peut-être un peu par fainéantise, je fais de la sociocratie. Et en fait, la réalité, c'est que la fainéantise, c'est une forme d'efficience. Et ça me permet d'être beaucoup plus efficient dans ce que la société attend de moi, c'est-à-dire bah, le développement commercial de la société, parce que je suis son premier commercial, et puis les prises de décision difficiles, celui qui est lié à mon rôle de chef d'entreprise. Ça me fait penser à une entreprise qui s'appelle WL Gore, qui est beaucoup plus connue au travers d'un de ses produits phares, qui est le Gore-Tex. Donc, qui est une entreprise de la chimie, une entreprise américaine. Ils sont 20 000 salariés, je pense, dans le monde, je crois, de mémoire. Et qui a un mode de fonctionnement, alors pas du tout sociocratique, mais très responsabilisé. J'ai failli dire responsabilisant, mais non, les gens sont très responsabilisés, donc il y a très peu de superstructures, d'infrastructures, de pilotage, de contrôle, de règles, de choses comme ça. C'est une entreprise qui est très entrepreneuriale. Et du coup, ça a un coût. Ça a un coût, notamment un coût en termes de risque. Par exemple, eux, ils ont une espèce de principe qui est de dire, bah, on contrôle rien et on fait confiance aux gens. Donc, ça, quelqu'un qui trahit la confiance met tout le système en danger. Donc, on est impitoyable à moindre incartade. On ne cherche pas à comprendre. La personne sort dans la journée. Quelqu'un qui triche, il sort dans la journée parce que le système repose sur la confiance. Et du coup, bah, en France, tu peux pas virer des gens dans la journée. Ben, c'est pas grave. Ils le font quand même. Et en fait, quand ils recrutent des gens, ils provisionnent le prud'homme éventuel. Et la logique étant que ça coûte moins cher à l'entreprise, éventuellement peut-être un jour, d'avoir à payer un prud'homme parce qu'ils ont viré manu militari quelqu'un qui avait triché, que de mettre tout un tas de systèmes pour ralentir tout le monde pour tout contrôler. Ben, ça m'a fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que effectivement, ce que j'entends, c'est que chez Withing Sales, en tout cas pour toi, la sociocratie, ça crée un certain nombre de contraintes, de difficultés, et je pense qu'en fait, en écoutant ce que tu racontes, c'est que ça transforme tes salariés en co-entrepreneurs, puisqu'en fait, ils se retrouvent à prendre des décisions qui sont des décisions de dirigeants et d'entrepreneurs, à prendre en compte dans leurs décisions des éléments qui sont des éléments d'entrepreneurs, qui sont autour de, ok, on n'a plus de cash, comment on va faire, etc.
Donc, ça fait peser une très lourde charge de transparence, d'éducation pour pouvoir assimiler l'information qui est transparente et en faire quelque chose d'utile et de juste. La contrepartie de ça, c'est effectivement pour toi un gain d'efficience. Et du coup, tiens, ça m'amène à une question et peut-être qu'on va un peu terminer avec ça. Du coup, est-ce que tu fais toujours du management ou est-ce que finalement les gens s'auto-managent? Non, 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 les gens ne s'automanagent pas parce que le management, je fais pas du contrôle donc, hein, mais vraiment pas. Mais je fais du management au sens pur du terme. Heu, Je suis heureux de te l'entendre dire et du coup, je veux bien que tu développes. donc je ne fais pas de contrôle. Je donne à l'ensemble de mes collaborateurs une demi-heure par semaine. Cette demi-heure leur est consacrée. Ils décident de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent dire et de comment est-ce qu'ils la préparent. Et ça a aussi énormément de bienfaits. Je ne reviendrai pas hein, sur les bienfaits du 1 à 1 chaque semaine. Je pense que maintenant, grâce notamment à Cédric Vatine, c'est devenu quelque chose qui est partagé par une immense partie des entreprises en France. Euh, et ce que je te disais, c'est on pilote aussi par OKR. Donc par exemple, tous les outils, tous les OKR sont complétés par tous les collaborateurs dans des tableaux qui sont disponibles sur Notion à tous les collaborateurs et qui sont montrés tous les lundis. Donc tout le monde sait en permanence où est-ce qu'on en est avec des indicateurs fiables que les gens complètent. Donc il n'y a pas besoin de contrôler. Par contre, il y a besoin d'expliquer, il y a besoin d'écouter, il y a besoin de faire grandir, il y a besoin de permettre aux gens d'exprimer des craintes, des doutes, il y a besoin d'aider les solutions ou de mettre les moyens pour qu'elles fonctionnent. Donc mon travail aujourd'hui en management, c'est beaucoup plus de l'accompagnement à faire et de l'écoute que de trouver des solutions. Même si des fois, ben, par vélocité et rapidité, des fois il faut prendre des décisions en urgence qu'on revalide ensemble le lundi matin, le lundi midi plutôt. Voilà. Mais voilà, ça, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et puis après, j'ai aussi des projets qui me sont attribués où j'ai un rôle de chef de projet avec un planning, avec des livraisons intermédiaires, voilà, avec du pilotage bon, classique. On va remplir des, euh, des, des outils de suivi plutôt en mode agile d'ailleurs, en mode démarche d'amélioration continue, euh, mais qui sont très opérationnels et très concrets. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es le seul actionnaire ou avec ton cofondateur vous avez des participations croisées, c'est ça, C'est si j'ai ça, bien compris? exactement. Et, Euh, et donc on est en Parce que train. est-ce que la logique d'implication des collaborateurs, en tout cas, est-ce que eux ne t'ont pas challengé là-dessus en disant, bah ok, tu dis qu'on est co-décideur, machin, à ce moment-là, pourquoi tu nous associes pas? Eh ben non, alors on en a parlé, mais c'est plutôt moi qui ai abordé le sujet. Je suis plutôt à l'origine du sujet. Euh, ça semble, c'est un point d'intérêt, mais ça semble pas être une, une, une obligation. La réalité, c'est que la propriété, parce qu'on parle de propriété, hein, la propriété de la Oui. société, elle semble pas être un enjeu aujourd'hui pour les salariés de Within Sales. On va le faire. C'est même pas un débat. Le débat, c'est plutôt quand, comment, de quelle manière, pour que ce soit le plus intelligent possible et que ça coûte le moins cher à l'entreprise. Mais à l'entreprise en tant que quantité. Hein. Voilà. Et donc, mais ce sera, je pense, symbolique. Ça n'aura pas d'impact sur la gouvernance. Hmm. Voilà. Et alors j'hésite, je reprends ma fiche. J'avais noté plein de questions. On a fait quand même pas mal des questions, hein, tu vois. Oui, oui. Je me demandais, du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je pense que le sujet principal de,
de difficultés que j'ai rencontrées, c'est la notion de communication. Et je pense que j'ai pas pris assez de temps au départ, pour former les salariés à la communication. Ah, alors, je veux bien que tu développes parce que du coup, je m'attendais quand tu as dit que le souci c'était la communication, c'est que tu n'avais pas pris assez de temps pour expliquer ton idée. Non, tu dis j'ai pas pris assez de temps pour former les salariés à la communication. Alors, je veux bien que tu développes ça. En fait, pour pouvoir, appliquer un système de gouvernance sociocratique, il faut apprendre à écouter et donc apprendre à communiquer. Et apprendre à communiquer en sécurité. Donc j'ai mis la communication non violente dans la société trop tard. Je pense que tu vois, je l'ai mis il y a moins d'un an. Et je l'ai mis un peu en mode, moi, j'ai pas fait intervenir quelqu'un. Nul n'est prophète en son pays. Et ça a mal fonctionné. Et donc, j'aurais dû, plutôt que de former mes collaborateurs au growth marketing, à l'intelligence émotionnelle, à la vente, de renforcer leurs compétences qui leur sont extrêmement utiles dans leur mission, il n'y a pas de débat. Mais en plus de ça, j'aurais dû les faire former à la communication et à la communication non violente, euh, parce que c'est une compétence absolument indispensable pour pouvoir gérer une gouvernance de type sociocratique. Tu vois, donc je pense que je changerais pas grand-chose, mais je prendrais un an d'avance et je ferais intervenir quelqu'un de l'extérieur sur la communication. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était passionnant. Du coup, je vais essayer de faire un petit récap de ce dont on a discuté. Et comme ça, je te donne un peu de temps pour réfléchir aux 3 questions rituelles que je pose à chaque fin d'entretien. Donc, je te pose les questions tout de suite. Pendant ce temps-là, pendant que tu y réfléchis, moi, je fais un petit résumé et puis ensuite, tu me dis ce que tu en penses. Donc, les 3 questions, c'est est-ce qu'il y a un ou une entrepreneur que tu admires et qui est ton mentor et pourquoi? La deuxième question, c'est est-ce que tu peux nous partager 3 ressources essentielles que tu recommanderais à un jeune entrepreneur ou à un jeune dirigeant? Alors, ressources, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être un livre, une pratique, un outil, un club, une compétence, une formation. Et puis pour terminer, le projet de 1000 mentors, c'est effectivement de partager l'expérience de dirigeants pour éclairer la situation d'autres dirigeants, et on a tous en commun d'essayer de structurer, de développer nos boîtes pour qu'elles soient pérennes et qu'on puisse ou les transmettre ou prendre des vacances ou développer d'autres projets à côté. Toi, si inversement tu devais devenir client commanditaire du podcast, est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais que le podcast aborde ou que 1000 Mentors aborde pour t'aider dans la structuration ou dans le développement de ta boîte? Voilà, je te laisse réfléchir à ces 3 questions et pendant ce temps-là, j'essaye de rembobiner. Donc, si vous débarquez en cours d'épisode, il va falloir rembobiner, mais on vient de passer une grosse heure et demie avec Alexandre Mingal, qui est donc le fondateur de Within Sales. Within Sales accompagne les équipes commerciales des entreprises en compagnonnage, en déléguant dans l'entreprise un commercial expérimenté qui va aider à vendre les produits et du coup, par modélisation, aider l'entreprise à développer cette propre compétence. Mais on recevait aujourd'hui Alexandre pour parler de la gouvernance, puisqu'il a créé Within Sales dès le jour 1 avec l'idée de partager les décisions avec ses salariés, de les impliquer. Il a choisi le modèle sociocratique. Et dans le modèle sociocratique, il a tiré et installé essentiellement 2 principes clés: la décision par consentement et l'élection sans candidat. La décision par consentement, ça consiste à dire que
n'importe qui dans l'entreprise, quand il a une décision à prendre, va se poser la question de qui va être impacté par cette décision, va réunir les personnes concernées, ça peut être toute l'entreprise, va expliquer pourquoi il y a une décision à prendre, quelle décision il propose de prendre, va recueillir les éventuelles objections que ça soulève chez les gens qui sont impactés par cette décision. S'il y a des objections sincères, fondées, et qui s'opposent réellement à ce choix, on va mobiliser l'intelligence collective du groupe pour trouver une meilleure décision, pour bonifier la décision, trouver une solution. Et puis donc le deuxième principe, l'élection sans candidat, qui chez Alexandre se traduit très concrètement par le fait que quand on a besoin de choisir quelqu'un pour un rôle, parce qu'il y a un projet qui doit être mené, le déménagement, l'installation d'un ERP ou la refonte du site web, eh bien c'est pas Alexandre comme dirigeant qui va décider qui s'en occupe, et on va demander à l'ensemble des salariés de choisir, enfin de nommer, de coopter la personne qui leur paraît avoir les meilleures qualités pour faire le boulot. On va demander à la personne qui a recueilli le plus de votes si elle a une objection à prendre le job. On va traiter les objections, et éventuellement sinon on prendra la deuxième personne, etc. Et donc les gens qui prennent les responsabilités le font avec le consentement du groupe, et donc avec le soutien de toute l'entreprise pour réussir la mission qui leur est confiée. On a ensuite creusé avec Alexandre les raisons pour lesquelles il aurait pu vouloir renoncer à certains moments, essentiellement parce que ça oblige tout le monde à être assez adulte, à du coup avoir accès à beaucoup d'informations et à les comprendre. Donc il y a un gros travail finalement d'explicitation, de formation, et puis il y a un gros sujet de communication, puisqu'on peut être amené à se confronter sur des sujets un peu difficiles, donc il faut que tout le monde apprenne à dire les choses avec le soin de l'autre. Mais la contrepartie de ça, et ce qui fait que le système tient, c'est que Alexandre y gagne énormément en rétention d'abord, puisque tout le monde, ayant participé, consenti aux décisions, est engagé dans leur réussite, et puis d'autre part, à titre plus personnel, il y gagne une entreprise où finalement, même s'il fait toujours du management et il prend encore des décisions d'entrepreneur quand c'est le patrimoine de l'entreprise qui est engagé, au quotidien, il fait finalement beaucoup moins de chefferie que sans doute la plupart d'entre nous. Il est beaucoup plus concentré sur sa zone de génie en laissant ses collaborateurs assumer les missions qu'ils ont eux-mêmes identifiées. Alexandre, est-ce que j'ai oublié un truc essentiel dans mon résumé? Non, et en fait, tu vois, on va passer à l'étape suivante là, l'année prochaine, et je suis en train de déléguer les fonctions régaliennes de l'entreprise aux collaborateurs. Et donc, on va permettre aux collaborateurs, on a commencé le processus de délégation de ces fonctions, de prendre des fonctions d'autorité assez fortes, hein, opération, vente. Je ne serai pas le directeur commercial de la boîte, je suis le premier vendeur. Euh, Administratif, financière, marketing, ressources humaines. Et chacun des collaborateurs actuels va être nommé et décidé ensuite, par objection et grâce à l'intelligence collective, d'incarner une de ces fonctions. Bon, une belle aventure à suivre alors, et puis peut-être que dans 2 ans, tu viendras nous raconter la saison 2 À la saison 2. de Within Sales. Entre-temps, je rappelle à tous nos auditeurs que en introduction, je disais que j'avais approché au départ Alexandre pour qu'il nous parle de prospection, de vente par l'intelligence émotionnelle, qui sont ces sujets d'expertise. Donc, si vous voulez qu'il vienne nous en parler, puisque lui il m'a dit non, non, je préférais qu'on parle de gouvernance. Si vous voulez qu'il vienne nous en parler, il faut m'aider à faire pression sur lui, donc en faisant du lobbying. Mettez un petit commentaire dans votre appli de podcast ou sur YouTube, ou envoyez-moi un mail pour dire tiens, réinvite Alexandre pour parler de prospection, ça m'intéresse beaucoup. Je lui montrerai tous les témoignages et puis ça nous permettra de le convaincre.
Donc, Alexandre, on va conclure donc avec nos questions rituelles des interviews de 1000 mentors. Est-ce qu'il y a, c'est qui toi ton mentor, ou si tu devais en choisir un, est-ce qu'il y a une entrepreneuse exceptionnelle, un entrepreneur que tu admires, et qu'est-ce que tu admires chez lui et qui t'inspire? Ouais, alors, on va dire qu'il sort du lot et que j'ai beaucoup admiré et sur lequel, et au travers duquel, j'ai beaucoup grandi, où j'ai beaucoup mûri, qui m'a inspiré, c'est Gérald Karsanti. Gérald Karsanti. Gérald Karsanti, c'est, le directeur général de SAP France et c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, représente le leader inspirant. SAP, c'est une boîte dure, d'accord? Une vraie boîte difficile, une vraie boîte dure, avec un management dur. Et Gérald Karsanti, il a imprimé un management inspirant chez SAP France et c'était pas gagné. Il a écrit un bouquin, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait, beaucoup travailler, qui s'appelle, qu'il a écrit en 2016. Alors il en a écrit plusieurs, mais celui dont je te parle, c'est Leader du troisième type. Et ce bouquin m'a fait comprendre qu'en fait, c'est sûrement une des facettes de mon apprentissage du management un peu différent. Il existe, d'autres manières de manager que les manières traditionnelles. La problématique étant plutôt de comment est-ce que tu les mets en œuvre. Donc voilà, et c'est un manager créatif parce qu'il fait plein de choses. Enfin, c'est un leader créatif parce qu'il fait plein de choses. Il participe aussi à une émission de radio sur l'histoire, tu vois? Et donc il est très, très inspirant. Voilà, donc ça mérite de le suivre, Gérald Carsenti. Eh ben écoute, Gérald on va Karsanti. creuser ça. Tu nous donneras un peu les pointeurs pour le retrouver, et Charlotte mettra ça dans les notes d'épisode, parce que ça va sûrement être une découverte pour plein de gens. La deuxième question, c'est donc toi, si tu devais, bah, tu parlais tout à l'heure du mentorat ou MoveJ, donc quand tu rencontres un jeune dirigeant, un jeune entrepreneur, quelqu'un qui débute dans son métier de chef d'entreprise, si tu devais choisir 3 ressources essentielles à lui recommander, quelles seraient-elles? Alors, j'ai 2 podcasts que j'aime beaucoup, qui sont très riches en France. Les outils du manager de Cédric Vatine. Il faut pas passer à côté de ce podcast. Les héros de la vente d'Alexandre Vaquier. Il y a d'autres podcasts sur la vente, mais en termes de contenu et de maturité, je pense que c'est l'un des plus complets qui existe. Et puis Alexandre est très humble. Voilà. Donc il le fait par don. Et ça, c'est très agréable. Et ensuite, un livre. Alors, il y a 2 livres. Évidemment, il y a La belle histoire de Favie, mais on en a parlé. Lisez-le. Hein, François Aubrist. Il est encore vivant. Il répond sur LinkedIn, hein, quand on lui parle. C'est génial. Le livre que j'achète à tous mes collaborateurs quand ils arrivent dans l'entreprise et que j'offre à mes partenaires, ou aux gens avec lesquels je travaille, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je vais regarder si, parce qu'il est dans ma bibliothèque, je voulais le brandir, mais ça va nous prendre trop de temps. Voilà, un livre incroyable qui te permet de comprendre les techniques d'accueil, et de voir la puissance de l'accueil, la puissance de l'écoute, pour justement aider les gens à mieux maîtriser leurs émotions quand elles sont un peu fortes. Et pour conclure, du coup, si toi tu pouvais, j'allais dire, passer commande d'un épisode de 1000 Mentors, est-ce qu'il y a un sujet qui te serait particulièrement utile pour t'aider toi à développer, structurer Within Sales? Moi, j'aimerais que 1000 mentors fassent un épisode sur l'influence. Et si je vais un tout petit peu plus loin, la différence avec le lobbying. Ok. Donc comment on influence? Alors là, L'influence, qu'est-ce que je- c'est l'influence? Pourquoi est-ce que c'est un des éléments les plus importants et les plus moteurs dans le management, le business, dans nos sociétés, et pourquoi on ne le pratique pas? Pourquoi c'est pas une compétence qui est enseignée?
Et l'influence, c'est pas simplement, aller rencontrer, des gens, dans les cercles de pouvoir pour leur parler de toi, hein. C'est pas de cette influence-là dont je parle. C'est l'influence en interne pour faire de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat, pour faire du management, pour persuader, pour convaincre. Mais c'est cette forme-là d'influence, elle est très importante, elle est très intéressante et accessible. Mais la vraie forme d'influence, l'étape supérieure, c'est le lobbying et c'est un sujet que moi je connais peu et qui m'intéresserait de creuser. Super. Eh ben, écoute, je vais chercher quelqu'un qui pourrait être notre mentor sur ce sujet. Et le jour où je trouve, je fais un épisode et je te ferai un petit coucou pour qu'on prépare les questions ensemble éventuellement. Alexandre, merci infiniment d'avoir pris cette matinée avec moi pour partager ton expérience avec nos auditeurs. Pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec toi, soit pour parler de vente, soit pour parler de sociocratie, c'est quoi le meilleur endroit où te trouver, la meilleure adresse, quel pointeur on leur suggère? LinkedIn. LinkedIn, Alexandre Mingal, Voilà. parfait. Tu es Je meilleur réponds. que moi, tu réponds à tous tes messages tout de suite. Non, pas Je- tout de suite, mais je réponds à tous mes messages, ouais, toutes mes coordonnées sont sur LinkedIn. Mon téléphone portable est sur LinkedIn. Mon parfait. agenda est sur LinkedIn. Tu peux, sur mon profil LinkedIn, prendre un rendez-vous dans mon agenda et utiliser une demi-heure de mon temps pour parler du sujet que tu veux. Parfait. Et ben du coup, on va remettre le lien vers ton profil LinkedIn dans les notes d'épisode. Et puis, j'espère que ça suscitera plein de conversations passionnantes. Avec plaisir. Merci Damien. Eh ben écoute, merci Alexandre, bonne journée à toi. Je vais m'adresser maintenant à vous, chers auditeurs. J'espère que cet entretien vous a plu et si c'est le cas, ben, le meilleur moyen de remercier Alexandre, c'est de lui donner de la visibilité, ou de nous donner de la visibilité en partageant cet épisode avec vos amis ou votre réseau social et en mettant une note et surtout un commentaire dans votre appli de podcast, puisqu'en fait, ce sont les épisodes et les podcasts qui ont le plus de commentaires qui remontent à la surface. Et vous le savez peut-être, mais c'est un univers où il est très difficile de se faire connaître, parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche de podcast. Voilà, je terminerai aussi en vous rappelant que MinMentor, c'est également une chaîne YouTube, mais aussi une newsletter qui paraît toutes les 2 semaines, dans lequel, le dimanche soir, dans lequel vous retrouvez un édito par votre serviteur, et puis quelques brèves tirées de la veille, des extraits de lecture inspirants, une idée de sortie ou une recommandation de lecture pour s'aérer les neurones et s'ouvrir à la beauté du monde. Bref, tout un petit paquet cadeau toutes les 2 semaines le dimanche soir dans votre boîte mail. C'est gratuit, abonnez-vous, ça permet de maintenir le lien. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt sur MinMentor. Merci beaucoup.